Bonsoir à tous. Merci Nathan pour l'introduction. Je suis un gestionnaire PUPH en gastroentérologie à Saint-Antoine et chef d'équipe Forecast à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique, avec un objectif de valoriser les données de vie réelle dans le champ des MICI et d'autres maladies inflammatoires et les maladies digestives aussi au sens large. Donc, je vais vous présenter un peu l'intérêt de l'utilisation des données de vie réelle et ce qui a déjà été fait dans le champ des maladies inflammatoires chroniques intestinales. Donc, tout d'abord, pourquoi on a besoin de données de vie réelle? Premièrement, parce qu'on sait que les essais contrôleurs randomisés, qui sont les premières données qu'on a pour qu'un médicament soit mis sur le marché, en fait, les données des essais contrôleurs randomisés ne peuvent pas évaluer de façon appropriée le risque des principaux effets secondaires dans le champ des MICI. Vous avez ici là, une figure qui représente l'ordre de grandeur du risque dans la population globale des patients atteints de MICI pour les événements indésirables les plus graves et les plus pertinents sur le plan clinique, à savoir les infections sévères, celles qui entraînent l'hospitalisation, les événements cardiovasculaires, les cancers, les infections opportunistes. Et vous avez une incidence avec un nombre d'événements pour 1000 personnes années qui correspond à un pourcentage du risque sur une période de 10 ans. Donc c'est quelque chose aussi, c'est une métrique qui est compréhensible pour un clinicien non expert et pour un patient. Ça correspond donc au risque s'il est exposé au traitement pendant 10 ans. Et vous avez les références qui sont utilisées dans les agences réglementaires en termes de fréquence en fonction de l'incidence des différents événements. Et donc, si vous associez à ces ordres de grandeur d'incidence l'ordre de grandeur d'une étude, la taille d'échantillon nécessaire qu'il faudrait avoir pour montrer potentiellement un surrisque lié à un traitement, avec une puissance statistique classique de 80%, un surrisque théorique de 1,5 fois qui est un ordre de grandeur habituel dans ce type d'études, entre deux groupes de traitement de taille équivalente. Vous avez ici les ordres de grandeur en nombre de personnes années, à savoir que la personne année, ça correspond à une personne année, c'est une personne suivie pendant un an dans une étude. Et donc, si vous avez 100 personnes années, ça peut être 100 personnes suivies un an, comme 50 personnes suivies 2 ans. Et c'est ce paramètre qui détermine en priorité la puissance statistique et la faisabilité de votre étude. Et vous voyez que pour les événements les plus fréquents, comme les infections sévères, il vous faut des tailles d'échantillons entre 800 et 8000 personnes années. Et quand vous allez vers des événements plus rares comme le cancer, et si on veut étudier les cancers de façon plus spécifique, par exemple le lymphome, on arrive sur des cohortes de 80 000, 800 000 personnes années, et ces chiffres, ils sont bien sûr pas atteignables avec des données d'essais contrôlés randomisés, même avec un suivi à long terme. Donc on a besoin des données de vie réelle pour adresser ces questions de recherche. Donc là, on voit les risques d'infection sévère, risques de lymphome. L'autre argument, c'est qu'il y a des questions cliniques importantes qui ne seront jamais étudiées par une intervention expérimentale. Et vous avez ici, dans le champ des MICI, tous les traitements, les thérapies avancées qui ont été mises sur le marché depuis 2022. On voit qu'on en a eu de nombreuses qui sont arrivées récemment sur le marché et on n'a pas de comparaison face à face aujourd'hui qui étudie l'efficacité et la tolérance avec des essais contrôlés randomisés, hein, qui reste la méthodologie de référence pour étudier l'effet des traitements parce qu'on n'a pas d'incitation financière de la part de l'industrie pharmaceutique et le coût est très élevé si ça devait être des financements académiques. Il y a des difficultés de recrutement, notamment pour des sous-groupes de malades qui sont pertinents, comme les patients qui ont des atteintes anopérinéales de la maladie de Crohn, des formes spécifiques pour lesquelles on sait que les traitements ont l'efficacité va différer de la population générale. Et il y a des situations, il y a un questionnement éthique de réaliser un essai, à savoir chez les enfants, les femmes enceintes, et on sait qu'on n'aura jamais d'essais contrôlés randomisés qui permettent d'étudier l'effet du traitement dans cette population, en tout cas avec difficulté. Un autre élément important à avoir à l'esprit, hein, qui est vrai dans le champ des MICI, mais dans d'autres thématiques, c'est que les patients inclus dans les essais, ils ne sont pas comparables aux patients qui sont traités en vie réelle. Et dans le champ des MICI, vous avez cette étude qui est maintenant déjà un peu ancienne, mais qui est évaluée dans un centre, dans différents centres experts prenant en charge des patients atteints de MICI, quelle était l'éligibilité de ces malades si on prenait en compte les critères d'inclusion des essais qui étaient en cours, des essais de phase 3, donc pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Et on voyait qu'on avait 2 tiers des malades qui étaient non éligibles. Pourquoi? Parce que les malades avaient des formes trop sévères, ils avaient été exposés à des traitements antérieurs qui les rendaient inéligibles et ils avaient des comorbidités.
Donc on voit que le profil de malade et la connaissance qu'on a sur un médicament, à la fin, au moment où il est mis sur le marché, en fait, ne correspond pas aux données, au profil de malade qui vont l'avoir en vie réelle. Et on a besoin vraiment d'avoir ces données de vie réelle. Et un petit exemple, je trouve aussi marquant, en rapport avec le Covid, le participant le plus âgé ayant reçu le vaccin Covid de Pfizer dans le cadre de l'essai était âgé de 89 ans. Et la première personne au monde qui l'a reçu sur une base ouverte, en fait, n'aurait pas été éligible à l'essai. Vous voyez, elle était âgée de 91 ans, donc elle ne correspondait pas au profil de patient de l'essai. Donc on voit vraiment que c'est quelque chose qui dépasse le champ endémique. Donc on a besoin de ces données de vie réelle, mais quand on parle de données de vie réelle, à quoi ça correspond? Ça correspond, on a des définitions simples données par les agences réglementaires qui sont en fait des données collectées en dehors d'un essai clinique. Et on a deux grands champs de données en fonction de la raison de collecte des données. On a les données primaires sur la gauche, qui sont les données collectées premièrement pour la recherche, des registres qui sont financés pour la recherche, on va collecter l'information. On a des données dites secondaires, qui sont des données qui ont été utilisées secondairement pour la recherche et qui correspondent en fait à la très grande majorité des données qui sont valorisées aujourd'hui dans la recherche médicale. Et on peut les séparer, ces données secondaires, selon la raison de collecte de données. On a les dossiers cliniques, les données qui sont collectées dans le cadre du soin. Et aujourd'hui, on parle de dossiers cliniques informatisés ou entrepôts de données de santé. On a les données administratives qui sont collectées à visée de remboursement, et on parle de bases de données médico-administratives. Et on a les objets connectés, pour l'instant, qui ne sont pas très développés dans le champ des Mickey, même si on a déjà des études avec des smartwatches qui étudient des paramètres vitaux, mais on a d'autres thématiques comme le diabète ou les objets connectés pour mesurer la glycémie permettent de collecter beaucoup de données en vie réelle qui sont valorisées secondairement pour la recherche. Et si on fait un petit focus sur la différence entre base de données médico-administratives et dossiers cliniques informatisés, je pense qu'il y a souvent une confusion autour de ce deux types de données. Premièrement, elles diffèrent par le recueil. Pour ce qui est médico-administratif, c'est le remboursement d'une consommation de soins qui va déclencher le recueil, alors que les dossiers cliniques informatisés correspondent à du soin, une prescription de soins et que le patient ait un remboursement, une délivrance ou non du traitement, on va quand même avoir l'information. L'échelle, elle découle de ce recueil. Pour les dossiers cliniques informatisés, on est sur une structure de soins, un groupe hospitalier, un centre de cabinets libéraux, alors que pour les bases de données médico-administratives, dès lors que l'assurance maladie, l'assurance santé est garantie à l'échelle d'une région ou d'un pays, ça va être une aire géographique. Et donc, on va avoir un suivi différent, avec un suivi longitudinal pour les bases de données médico-administratives, des perdus de vue en cas d'émigration ou de décès, alors que pour les dossiers cliniques informatisés, les patients seront perdus de vue en cas de changement de structure de soins. Vous avez un entrepôt de données de santé à la PHP. Si la personne est hospitalisée dans un hôpital, un CHG en Île-de-France, on n'aura pas les données dans l'entrepôt de données de santé de la PHP. La structure des données, elle diffère. Pour ce qui est des bases de données médico-administratives, vous avez des dictionnaires de variables fermés parce que les données sont utilisées à visée de remboursement, alors que pour des entrepôts de données de santé, de ces cliniques informatisées, vous avez des données non structurées, notamment du texte libre. Et ce qui réunit ces données, c'est qu'il n'y a pas ou peu de coûts pour la recherche. En termes de collecte, elles sont déjà collectées, il faut pouvoir les stocker et les valoriser, mais pour la collecte des données, il n'y a pas de coût. Elles sont disponibles rapidement sous réserve que les accords réglementaires sont obtenus. Et on est sur des données observationnelles, donc il n'y a pas de randomisation et il faut pouvoir prendre en compte les biais potentiels à cette absence de randomisation. Si on se focalise sur les bases de données médico-administratives et on regarde un peu les différentes données qu'on a dans les principaux pays qui valorisent ces données, on a d'abord les Scandinaves qui ont été pionniers dans l'usage de ces données, le Danemark, la Suède notamment. Leur grande force, c'est l'antériorité, avec pour le Danemark des données qui existent, les données hospitalières depuis les années 70, les données ambulatoires depuis 95, à l'échelle d'un pays, parce que l'assurance santé garantit à l'ensemble des résidents, une jointure à l'état civil qui permet d'avoir des données, notamment sociodémographiques, assez détaillées, et même des chaînages à des biobanques qui sont facilités par le cadre réglementaire qui permettent d'avoir des données cliniques adossées à des données de biobanques. Leur limite principale, c'est la taille de la population. Avec au Danemark, vous avez à peu près 6 millions d'habitants. Et donc, vous voyez bien que si vous voulez étudier, ou même en Suède, vous avez un peu plus d'habitants, mais si vous voulez étudier des événements
graves comme le cancer, mais dont l'incidence est quand même faible, pour des traitements qui viennent d'arriver sur le marché, vous allez avoir du mal à avoir la puissance statistique. Il faut attendre un nombre d'années important pour avoir la puissance statistique. Donc leur limite principale, c'est la taille de la population. Si on regarde un autre pays, donc les États-Unis, la force principale, c'est la taille, avec 300 millions d'habitants. Une des limites principales, c'est que vous avez deux grands champs de données aux États-Unis pour les bases de données médico-administratives. Vous avez les données d'assurance fédérale, Medicare, Medicaid, où les vétérans, vous avez des patients qui sont sélectionnés, qui ne correspondent pas à la population générale américaine. Et pour l'autre grand champ de données, qui sont les bases de données d'assurance privée, vous avez des changements d'assurance très importants, un turnover en fait entre les assurances chez les personnes du fait de changements de situation professionnelle ou même de conventions collectives si les personnes gardent le même emploi. Et donc en fait, vous avez un nombre de perdus de vue qui est élevé avec un suivi moyen de l'ordre de quelques années et vous allez avoir du mal à étudier des événements qui nécessitent une exposition prolongée potentiellement comme le cancer. Et la France, comparée à ces pays, la force, c'est on a une assurance santé qui est garantie à l'ensemble des résidents. Donc, on est à l'échelle du pays, la taille de la population, plus de 65 millions d'habitants. Les limites, peu d'antériorité, mais c'est une limite qui diminue au cours du temps. On a les données aujourd'hui à partir de 2006 pour les données hospitalières et 2009 pour les données ambulatoires. Donc, on commence à avoir un recul de plus en plus important. Et la jointure avec d'autres sources de données qui est possible, mais réglementairement plus complexe tout de même que les données scandinaves. Et donc, pourquoi ces données, on souhaite les valoriser? Quelques exemples, je pense, qui sont marquants, en dehors du champ des Mickey. La question vraiment que tout le monde a, c'est est-ce qu'une étude à partir de données, bases de données médico-illustratives et au sens large données de virales peut remplacer un essai contrôlé randomisé? Et on a des exemples dans la littérature, on a des études sur ces données de virales qui ont précédé en fait des données d'essais contrôlés randomisés. Là, c'est un exemple en chirurgie cardiovasculaire où on avait un traitement l'aprotinine qui prévenait potentiellement le risque de complications. Finalement, il y a eu des données à partir de l'essai Princesse qui suggéraient peut-être qu'il y avait des effets secondaires, notamment hémorragiques, et le traitement a été commercialisé. Une étude sur données de vie réelle montre que là, il y a une surmortalité de l'ordre de 60%, quelle que soit la cause, chez les patients qui utilisaient ce médicament versus ceux qui n'étaient pas traités. Et on avait un essai qui avait été demandé par les agences réglementaires, qui a coûté évidemment beaucoup d'argent, des millions, qui a exposé des patients à un traitement qui était finalement délétère. Et vous avez en fait les résultats de cet essai de risque qui correspond en fait avec un effet traitement qui est similaire à celui de l'étude sur données de vie réelle. Mais on a aussi des exemples sur les études d'efficacité. Il faut bien sûr que le traitement soit commercialisé, donc c'est plus des extensions d'AMM ou des études de sous-groupes, parce que par définition, pour avoir des données de vie réelle, il faut que le médicament soit utilisé, mais il y a des usages parfois hors AMM qui vont faire l'objet après de demandes d'AMM. Et là, vous avez un exemple dans le cas du diabète, où on a un traitement, le ganaglifosine, qui avait potentiellement un effet protecteur sur le risque cardiovasculaire chez les patients diabétiques. Vous avez une étude de données de vie réelle qui montre un bénéfice sur l'hospitalisation, la réduction du risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, avec une réduction du risque de l'ordre de 40% comparé à un comparateur actif. Et on a l'essai contrôlé randomisé qui a été publié dans un second temps, où vous avez aussi le même effet contre placebo. Et donc là, ça pose la question de, on souhaite avoir les résultats le plus rapidement au bénéfice des patients, de réduire les coûts de ces essais qui coûtent beaucoup d'argent et d'avoir des données le plus rapidement possible pour informer les patients. Donc on voit que c'est quelque chose qui est tout à fait possible aujourd'hui avec les données de vie réelle. Et c'est ce qu'on voit également dans les demandes d'AMM avec les agences réglementaires qui demandent de plus en plus de données de vie réelle pour étudier l'efficacité des traitements et plus seulement le risque. Et là, vous avez une étude qui réévaluait les demandes d'AMM pour tous les médicaments autorisés entre 2019 et 2021. Vous voyez qu'il y a 85% des demandes d'AMM qui incluaient des données de vie réelle, quel que soit le motif. Mais ces données, elles étaient considérées comme la principale source seulement dans 10% des cas. Et donc ça, c'est dans les situations où on ne peut pas faire d'essais, notamment des maladies rares,
des cohortes pédiatriques ou vraiment dans des situations très spécifiques. Et les principales limites qui étaient identifiées par la FDA, c'était des limites d'ordre méthodologique, à savoir des protocoles qui n'étaient pas préspécifiés pour les études sur données de vie réelle, les paramètres, en tout cas les limites classiques de ces données observationnelles, à savoir les facteurs de confusion résiduels et la collecte de données qui étaient potentiellement non appropriées. Et donc c'est ce qu'on voit sur le petit tableau là sur la droite. On avait 85% des études qui incluent des données de vie réelle. Et quand on regarde le type de données, on avait majoritairement de la safety, 32%. Effectiveness, l'efficacité, on en avait seulement pour 11% et 22% pour de l'efficacité et de la tolérance. Donc maintenant, si on revient au champ des Mickey, comme dans toute thématique, ces données, elles ont été d'abord valorisées pour la tolérance parce que les événements indésirables comme les cancers, les infections sévères, les événements cardiovasculaires, c'est des événements qui entraînent des hospitalisations qui sont plus facilement identifiables dans des cohortes de données de vie réelle comparées à l'efficacité où on est basé sur des critères cliniques. Donc maintenant, il y a déjà plusieurs années, on a créé une cohorte, en tout cas on a décrit une cohorte de plus de 250 000 patients atteints de Mickey à partir des données médico-administratives françaises, le Système national des données de santé. Et plusieurs études de risque ont été réalisées, études de risque sur le cancer, études de risque sur les infections sévères et opportunistes, les événements cardiovasculaires, également sur les grossesses. Donc on voit, il y a déjà une littérature assez abondante sur le risque associé à la Mickey et au traitement. Et donc comment on fait? Est-ce qu'on peut aller plus loin pour augmenter la robustesse, la rigueur méthodologique de l'usage de ces données, notamment étudier l'efficacité? Donc le postulat qu'on doit avoir aujourd'hui pour valoriser les données de vie réelle, c'est de bien en tout cas considérer que l'essai contrôle randomisé, c'est la meilleure méthode pour la prise en compte des facteurs de confusion et ça permet l'inférence causale parce qu'on a une seule différence entre les deux groupes, c'est l'intervention qu'on a imposée au groupe et ça nous permet de dire qu'à la fin, la différence entre les deux groupes est seulement liée à l'intervention qui a été appliquée. Donc ça doit être toujours la méthode à privilégier, mais comme je vous l'ai présenté, elle n'est pas toujours réalisable. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on s'efforce de faire en pharmacoépidémiologie, c'est de considérer l'essai contrôle randomisé comme une mesure de calibration pour les études sur données de vie réelle et de faire ce qu'on appelle des essais émulés à partir des données de vie réelle. Et donc c'est quelque chose, c'est une approche qui est conceptuelle, hein, qui n'est pas complexe sur le plan méthodologique, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible du design d'un essai clinique hypothétique qui permet de répondre à notre question de recherche d'intérêt. Et donc ça, le principe, c'est que vous avez une question de recherche et vous allez vous mettre dans la situation où vous avez des moyens financiers illimités, vous n'avez aucune contrainte de temps et vous vous posez la question, quel serait l'essai contrôlé randomisé idéal pour répondre à ma question de recherche? Et donc, vous pouvez écrire un petit synopsis, vous avez les paramètres principaux, les critères d'inclusion, le comparateur, votre définition du critère de jugement, et vous allez essayer d'émuler à partir de vos données de vie réelle, d'appliquer tous ces paramètres de votre essai hypothétique à votre essai émulé sur vos données de vie réelle. Et on a des études qui ont comparé justement la réalisation d'essais émulés avec des résultats d'essais contrôle randomisés. Là, c'est une étude qui a été faite à partir en tout cas dans le laboratoire où j'ai fait mon postdoc à Harvard, où c'est une association, c'est une collaboration avec la FDA, où pour des études de phase 4 déjà identifiées en cours, ils ont récupéré les protocoles de ces études et ils ont émulé des essais essayant de répliquer ces essais de phase 4, donc pour des traitements qui avaient déjà une AMM, sans avoir les résultats déjà de ces essais. Donc ils ont essayé de les répliquer pour voir s'ils arrivaient à avoir les mêmes résultats. Et vous avez en noir l'effet traitement pour l'essai contrôle randomisé et en blanc les données de vie réelle. Et donc là, c'est en cardiologie. Et vous avez en fait en vert les études pour lesquelles vous avez en fait une concordance complète entre l'effet du traitement, vous avez les intervalles de confiance qui se chevauchent entre les deux effets de traitement, et vous avez la même conclusion
à savoir que soit le traitement est efficace, soit le traitement, il n'y a pas d'efficacité. En jaune, vous avez un overlap entre les critères, les intervalles de confiance, mais vous n'avez pas forcément la même conclusion. Et en rouge, on avait une différence complète entre les données de vie réelle et les données d'essais contrôlés randomisés. Et ce qu'ils se sont rendus compte dans cette étude, et ce qui paraît trivial, mais c'est important de le montrer, c'est que pour réussir à répliquer des données d'essais contrôlés randomisés, il faut avoir des données de vie réelle adaptées, à savoir pouvoir émuler votre comparateur, avoir un comparateur qui corresponde à celui utilisé dans l'essai contrôlé randomisé. Et ce n'est pas toujours facile si vous avez un essai contre placebo, parce qu'en vraie vie, bien sûr, il n'y a pas de placebo. Et donc, il faut trouver tout de même un traitement qui corresponde à un comparateur actif, mais qui n'est pas forcément d'effet sur votre critère de jugement, comme pourrait l'avoir le placebo, et pouvoir aussi avoir une définition de votre critère de jugement qui est proche de celle de l'essai contrôlé randomisé, ce qui n'est pas toujours facile avec des données de vie réelle. Donc ça, c'est un élément important. Il faut avoir des données de vie réelle adaptées pour pouvoir émuler des essais contrôlés randomisés. On a essayé d'aller plus loin sur cette méthode et développer une approche de calibration en 2 étapes pour augmenter la confiance dans les données de vie réelle. Vous avez l'étape 1, vous partez en fait d'une question de recherche clinique pour laquelle vous n'avez pas d'essai contrôlé randomisé. Et vous avez dans la littérature, dans votre thématique de recherche, une étude, un essai contrôlé randomisé qui a été réalisé et dont la question s'approche de votre question d'intérêt. Et donc là, vous allez essayer de répliquer cet essai qui est déjà existant et pour lequel vous avez des résultats avec vos données de vie réelle. Et donc, vous faites cette émulation et ça vous permet, si vous y arrivez, de confirmer la validité de vos approches de données de vie réelle, à savoir que vos données sont adaptées pour répondre à votre question de recherche, mais également que votre approche méthodologique, votre contrôle des facteurs de confusion, votre définition du critère de jugement permet de répondre à votre question de recherche. Et si vous y arrivez, vous passez à l'étape 2, qui est là de répondre à votre question de recherche pour laquelle vous n'avez pas d'essai contrôlé randomisé. Et donc, on a développé cette méthode, on l'a montré dans le champ des Mickey, on l'a utilisé pour répondre à une question de recherche qui était est-ce que l'association vedolizumab et thiopurine, vedolizumab, une biothérapie avec un coimmunosuppresseur thiopurine, était plus efficace que la monothérapie vedolizumab dans la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn. Et on avait en fait 2 essais déjà publiés qui étudiaient l'efficacité d'une combothérapie avec une autre biothérapie d'infliximab. Et donc là, on avait déjà les données de ces 2 essais, Sonic et Success. Ces 2 essais donc, qui ont été publiés, ils avaient des critères de jugement qui étaient la rémission clinique sans corticoïdes à la semaine 26 et la rémission clinique sans corticoïdes à la semaine 16 pour la rectocolite hémorragique dans Success, qui sont des paramètres basés sur des critères cliniques dont on n'a pas cette information dans les données d'essai, dans les données de vie réelle, a fortiori les bases de données médico-administratives. Donc, comment on a pu procéder? En fait, là, c'est les résultats des essais émulés où on a répliqué avec les données administratives françaises et américaines ces 2 essais. On a suivi le design au plus proche, essayé d'avoir les mêmes critères d'inclusion, les mêmes critères d'exclusion. Et là, on avait un critère de jugement qui était basé sur l'hospitalisation ou la chirurgie liée à la Niki. Est-ce que les patients changeaient de traitement ou est-ce qu'ils étaient toujours exposés aux corticoïdes à la fin du suivi dont la durée était la même que celle des essais contrôlés randomisés. Et vous avez à gauche les résultats pour la maladie de Crohn et à droite pour la rectocolite hémorragique. Et ce qu'on voit, vous avez les résultats combinés où on poule en fait 3 bases de données et en fait on arrive au même résultat que l'essai contrôlé randomisé, que ce soit pour la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, avec un bénéfice de la combothérapie, une réduction du risque d'échec du traitement avec la combothérapie. Donc ça, on a réussi à répliquer avec ces 3 bases de données les résultats de ces essais contrôlés randomisés qui nous a donné la confiance sur notre approche méthodologique pour passer à l'étape 2, qui était de répondre à cette question de recherche, de comparer la combothérapie vedolizumab-thiopurine à la monothérapie vedolizumab. Et donc, on avait le même cadre méthodologique, plus de 10 000 patients qui initiaient le vedolizumab, plus de malades que la méta-analyse qui avait été publiée avec 40 études observationnelles dont l'objectif n'était pas du tout de répondre à la question avec beaucoup de facteurs de confusion résiduels. Et grâce à ces 3 sources de données, on a montré que
dans la maladie de Crohn, la combothérapie était associée à une réduction du risque d'échec du traitement, alors que dans la rectocolite hémorragique, on avait la même tendance, une réduction du risque de l'ordre de 10%, mais avec un intervalle de confiance qui croisait 1. Mais on avait tout de même la même tendance dans les deux sous-types de Mickey. Donc ça, c'est les résultats que je vous ai présentés à partir des données médico-administratives, mais on a des limites à ces bases de données, avec la limite principale qui est qu'on a peu de données cliniques, on a des données liées au remboursement, sur les hospitalisations, on ne peut pas aller dans le détail sur les critères cliniques des MIC. Mais ces bases de données médico-administratives, en fait, on a des patients pour lesquels on a ces données de base de données médico-administratives, mais on a également des données de dossiers cliniques informatisés, par exemple le DSA-PHP, et on a des patients pour lesquels on a encore des données plus détaillées, notamment de cohortes dédiées. Et ça permet d'avoir, pour les patients qui sont inclus dans les dossiers cliniques informatisés, dans les cohortes dédiées, d'avoir un suivi plus long grâce aux bases de données médico-administratives. En fait, même si on les perd, ils sont perdus de vue dans des cohortes de recherche, si on arrive à chaîner leurs données à partir des données médico-administratives, on peut continuer à les suivre, avoir leur exposition à partir des délivrances, savoir s'ils sont hospitalisés. Et de la même façon, on a les mesures appropriées des données cliniques et biologiques dans les sous-cohortes de dossiers cliniques informatisés et cohortes dédiées. Et donc, on a développé, dans le cadre à Saint-Antoine, et maintenant qui est diffusée à la PHP, une plateforme qui s'appelle Suvimic, qui est une plateforme numérique de soins et recherche qui est intégrée pour la prise en charge des patients Mickey et qui permet en fait une saisie unique de la donnée, en fait, qui est la limite principale aujourd'hui de la collecte de qualité de la donnée et qui est un élément primordial pour la qualité des études sur données de virales. Et pas seulement en fait la prise en compte des facteurs de confusion, en tout cas, c'est la collecte de données. Si vous avez la différence, en tout cas, entre un essai contrôle randomisé et des données de vie réelle, bien sûr, c'est la randomisation, mais je pense qu'on néglige beaucoup trop le fait que dans un essai contrôle randomisé, il y a un audit très important des données qui fait en sorte que vous avez des données qui ne sont pas manquantes et qui sont de qualité. Et l'objectif de la plateforme Suvimic, c'est d'essayer d'avoir des données de la meilleure qualité possible et avoir une saisie unique pour le soin et pour la recherche pour éviter la double saisie qui engendre des contraintes financières, une contrainte de temps qui empêche d'avoir des données de qualité. Et donc c'est une plateforme qu'on utilise maintenant dans le cadre du soin à Saint-Antoine depuis 2017 qui s'est diffusée à l'ensemble des services de la PHP qui prennent en charge des patients atteints de Mickey. Et cette plateforme, elle est reliée au système d'information local et également à toute la recherche, à savoir la biotech qu'on peut avoir et les essais qui sont réalisés dans le service pour pouvoir identifier des patients qui seraient incluables dans les essais. Et donc, on complète, en fait, pour toute consultation à l'hôpital de jour, des formulaires qui s'apparentent à des ICRF, qui nous permettent de générer des comptes rendus d'hospitalisation, qui sont remis aux patients, remis aux correspondants, mais avec des données qui sont directement structurées pour être valorisées de la meilleure qualité possible pour la recherche. Donc ça, voilà, je vais passer plus rapidement cette partie où on génère ce compte rendu, on a des données structurées, on l'utilise pour 10 centres de la PHP avec plus de 9000 patients, donc 450 enfants et on a 15 000 personnes années, donc on commence à avoir un suivi important. Et l'objectif de ce chaînage, dans le cadre c'est un projet qui est réalisé dans le cadre du FHU, le projet Forecast, pour lequel il y a eu plusieurs financements, dont un ERC Starting Grant, un financement européen, où en fait on va essayer de développer une nouvelle approche d'évaluation de la balance bénéfice-risque des traitements dans les Mickey, centrée sur le patient, à partir de chaînage des données de suivi MIC, on a 10 000 patients, les données de l'EDS-APHP, on a même aujourd'hui plus de 45 000 patients qui sont atteints de Mickey, et on chaîne l'ensemble de ces données aux 300 000 patients qui sont dans le système national des données de santé atteints de Mickey. Et donc, on permet de faire des comparaisons face à face d'efficacité et de tolérance entre les traitements, d'intégrer de la perception patient avec des approches qualitatives et de créer un outil de décision qui sera étudié par un essai contrôle randomisé en cluster avec des médecins qui auront l'outil, des médecins qui n'auront pas l'outil, et voir à quel point ça aide à améliorer la prise en charge des patients.
Et donc, ce qu'on va pouvoir développer, c'est créer des algorithmes d'identification pour les verbes recueillis dans les bases de données médico-administratives. Comme je vous l'ai dit, il y a des données manquantes, ou en tout cas des données qui ne sont pas collectées, comme les critères cliniques d'efficacité, qui sont les mêmes que ceux dans les essais contrôlés randomisés, des caractéristiques de la MICI, comme l'étendue de phénotype. On va créer des algorithmes d'identification avec des approches qui seront des approches d'avis d'experts ou des approches avec du machine learning, du data science et des approches aussi de NLP pour valoriser les données non structurées de l'EDS à PHP. On va aussi un intérêt, c'est d'intégrer les données biologiques des patients pour lesquels on a l'information dans l'EDS et dans Suimic. Et là, c'est un exemple à partir d'une étude, la même étude que je vous ai présentée avant pour le diabète qui étudiait l'efficacité de la ganaxylphosine pour réduire le risque d'événements cardiovasculaires. Ou pour une sous-cohorte de patients, 40%, ils avaient des données biologiques comme l'hémoglobine glyquée. Et donc, ça leur permettait de vérifier après appariement de leurs deux groupes qu'ils avaient toujours en fait un équilibre sur ces paramètres biologiques qui sont très importants pour évaluer la sévérité du diabète. Et on va pouvoir aussi valoriser toutes les données biologiques qu'on a dans l'EDS et Suvimic. L'autre point, c'est les études sur base de données de vie réelle. On a différentes approches. L'approche classique, c'est l'étude non randomisée, non interventionnelle, l'étude de cohorte cas témoin ou cas croisé, et qui correspond aujourd'hui à la majorité de la littérature. Mais on peut aussi valoriser ces données de virale pour avoir des études interventionnelles non randomisées. Et là, l'exemple typique, c'est les essais monobras. Vous avez une intervention et vous allez avoir un groupe contrôle externe qui est issu de données de vie réelle. Donc là, vous n'avez pas de randomisation, mais vous avez un bras interventionnel qui va être dans les situations maladies rares ou cohorte pédiatrique, par exemple. Et vous avez le dernier niveau qui va être un essai interventionnel randomisé. Et là, dans quelle situation c'est possible? C'est si vous avez une intervention à l'inclusion, vous vaccinez un patient ou vous avez vous utilisez un dispositif d'aide à la décision pour prendre en charge le malade, en fait, vous pouvez suivre le patient sans collecter de l'information de façon active, mais en collectant l'information dans le cadre du soin courant à travers les dossiers cliniques informatisés ou les données médico-administratives. Et le recours à des données de vie réelle, en fonction du design, si on est sur le design interventionnel randomisation, on s'affranchit de certaines limites comparées à des études non randomisées non interventionnelles où on a un risque de facteur de confusion résiduel plus élevé. Ça, je vais peut-être passer pour aller plus vite. Et donc, en conclusion, les bases de données de Virel, c'est une source de valeur pour évaluer la balance bénéfice-risque des traitements dans les MICI. Une méthodologie robuste qui se calibre à celle des essais cliniques randomisés et appliqués à des données adaptées permet d'augmenter la confiance dans la validité des résultats. Et le chaînage à d'autres sources de données est une opportunité pour répondre aux limites inhérentes à ces bases de données. Et je pense que ce chaînage en fait, va se développer de plus en plus dans le futur et va devenir le gold standard dans le futur pour la pharmacoépidémiologie et l'épidémiologie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Julien. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Est-ce que Franck, tu voulais intervenir? Ah non, bravo, Julien, c'est vraiment passionnant comme approche, c'est surtout innovant et je pense que pour le coup, c'est une spécificité française, comme tu le disais. Enfin, on a quand même pour le coup un peu de chance là-dessus. Et peut-être une question, c'était tu citais surtout au tout début de ta présentation l'utilité de ces données pour la partie réglementaire, tu citais la FDA, etc. Mais donc, puisque là, enfin, il faut quand même que le médicament en question qui est évalué soit déjà prescrit, déjà utilisé, pour qu'on puisse. Donc on est plutôt à l'envers, donc la phase réglementaire, elle a priori déjà eu lieu, sinon le médicament ne serait pas prescrit éventuellement sauf les questions de repurposing de molécules. Et là, c'est peut-être encore un autre champ. Et je voulais savoir comment est-ce que les organismes réglementaires tels que la FDA ou l'Europe, enfin la CE mark, ou la NSM, enfin bref, comment est-ce qu'ils utilisent, enfin comment est-ce qu'ils voient l'utilisation de ce type de données pour la réglementation et en particulier pour les phases d'AMM. Ouais, bah, c'est sûr que ces données elles peuvent être valorisées à quasiment toutes les étapes de développement des traitements. Les industriels, ils ont un intérêt au départ pour connaître un peu le landscape et les unmet needs. Donc savoir aujourd'hui pour positionner son traitement
comment on se situe par rapport à l'existant. Et donc ça, eux, ils ont besoin d'avoir ces informations, quel est le burden of disease pour se positionner. Donc ça, c'est une première étape. Après, pour valoriser, eux, sur leur modèle financier, ils valorisent ces données pour savoir se positionner en termes de coûts, en termes de bénéfices attendus. Donc ça, aujourd'hui, l'HS, en théorie, demande des études coefficacité pour toutes les demandes de discussion de prix. Et on peut tout à fait utiliser ces données pour avoir des modèles qui sont plus proches de la vraie vie que s'appuyer sur de la littérature qui ne valorise pas forcément des données de vie réelle en population, quoi. Et après, il y a l'étape, en tout cas la phase où c'est majoritairement utilisé aujourd'hui, c'est des études de phase 4 avec les Ouais, agences réglementaires qui demandent aujourd'hui pour tous les médicaments mis sur le marché des études post-marketing de sécurité majoritairement et les industriels pour les événements, comme on l'a dit, indésirables les plus graves, comme le cancer, les infections, les événements cardiovasculaires, en tout cas tout ce qui va entraîner une hospitalisation, ils peuvent tout à fait utiliser ces données de vie réelle pour, euh, pour faire ces études. Et donc nous, on a plusieurs partenariats avec des industriels où on fait ces études, on suit le médicament il est sur le marché et on fait une étude sur 5 ans, voire 10 ans, où on étudie chaque année, on fait du reporting sur l'usage et des risques potentiels. Donc ça, en termes de sécurité pour l'industriel, c'est là où, et la NSM, ils utilisent aussi eux, les données, mais essentiellement pour le risque. Moi, là où je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est sur l'efficacité, parce qu'on a un vrai besoin. On sait qu'on n'aura jamais tous les essais pour répondre aux comparaisons face à face en fait qu'on a de tous les traitements avec une augmentation permanente du nombre de traitements disponibles. Et on a besoin de frameworks, en tout cas de cas méthodologiques qui nous permettent de comparer dès qu'on a un nouveau traitement, d'essayer de se dire on l'intègre dans notre pipeline méthodologique et on va le comparer aux médicaments déjà existants pour informer le plus rapidement possible les cliniciens et les patients sur quel est le bon traitement à chaque étape de la maladie. Et je vais juste rebondir sur la question de Guy sur les données de vie réelle et les maladies rares. En fait, ça se prête totalement à la méthodologie que tu as déjà appliquée sur les Mickey, Julien. Donc, plus la maladie est rare, plus les données de vie réelle vont être intéressantes parce que justement les groupes de patients sont beaucoup plus petits. Et C'est sûr que le cadre méthodologique que j'ai évoqué, il s'applique en fait à toutes les maladies. Les MICI, c'est un modèle de maladie chronique. Et donc, en fait, la principale limite dans l'usage de ces données, notamment les données médico-administratives, c'est est-ce que vous arrivez à identifier votre maladie d'intérêt dans votre base de données. Les bases de données médico-administratives, elles reposent sur du remboursement. Donc en France, on a les ALD, on a les hospitalisations, et donc il faut que vous ayez un code. Vous avez la classification internationale des maladies, la CIM-10. Si vous avez un code spécifique pour votre maladie d'intérêt, et qu'en plus elle est éligible à une ALD, que la majorité des patients ont une ALD, voilà, le plus important, c'est réussir à identifier votre population. Après, on peut faire des études de validation où on vérifie est-ce que les algorithmes qu'on a développés pour identifier telle maladie, est-ce que on a une bonne performance diagnostique, et si on l'a, ça nous donne encore plus la confiance pour aller plus loin. Mais ça, c'est vraiment la première question. Et après, si vous avez identifié votre cohorte, vous avez créé votre population, vous pouvez faire des études de risque, des études d'efficacité, en tout cas essayer d'aller plus loin. merci beaucoup, Julien. Alors, étant donné qu'il est 45, on va passer directement à la présentation d'Alexandre. Excusez-moi pour, notamment pour Martine. Alors, Alexandre va nous présenter les données, donc des données de santé et j'imagine aussi des données de vie réelle en chirurgie digestive. Euh, Alexandre, si tu veux Ouais, bien. merci beaucoup. Ça va compléter un petit peu ce que va dire Julien. Il y a un petit peu plus d'exemples. Moi, je vais vous parler surtout de notre activité et notre activité de publication sur les bases de données médico-administratives en chirurgie digestive. Donc, je travaille aussi à Saint-Antoine en chirurgie, œsogastrique surtout, et je suis aussi affilié à une équipe INSERM d'épidémiologie Pépite à Sorbonne Université. Donc, bon, rapidement, c'est plutôt focus sur le SNDS, donc ce que vous a présenté Julien, juste pour vous redire que les bases de données de santé françaises maintenant, elles sont toutes mutualisées dans le système national des données de santé, le SNDS, et ça regroupe
différentes bases. Donc le SNIRAM, c'est tous les remboursements que vous avez à l'extérieur de l'hôpital. Le PMSI, donc là, c'est toute l'activité qui a été faite à l'hôpital et c'est aussi couplé maintenant au CPDC, c'est-à-dire les causes médicales de décès. Et donc, ça, c'est la petite slide de présentation pour dire que finalement, dans le SNDS, bah, il y a à peu près 500 millions d'actes par an, 11 millions de séjours hospitaliers et chaque année, des sommes de données énormes à utiliser. Alors, ça, c'est aussi ce qu'a dit Julien. Il y a des problèmes quand on utilise le SNDS, parce qu'en fait, les bases de données n'ont pas été faites pour faire de la recherche clinique. C'est des bases de remboursement. Donc, il manque toujours des données, même si maintenant le croisement des bases permet d'améliorer ce problème. Mais par exemple, quand on fait de la cancérologie, eh bien, on n'a pas le stade de la maladie de manière précise. On sait si c'est une maladie métastatique ou non, mais c'est quand même très difficile de faire des analyses de survie juste sur cette donnée. On a la consommation de soins, par exemple, on sait qu'un scanner a été réalisé à l'extérieur ou à l'hôpital, mais on n'a pas de résultat. Et par exemple, dans le PMSI, on a les diagnostics, mais on n'a pas les dates des diagnostics. On a les dates des actes, mais pas celles des diagnostics. Donc c'est toujours un petit peu problématique pour faire de la recherche clinique, mais on y arrive quand même. Et donc, je vais vous parler de deux pans majeurs, on va dire, la chirurgie non oncologique, qui va un peu recouper la thématique de Julien, et après, ce qu'on peut faire comme étude en chirurgie digestive oncologique. Ça, je vous présente une première étude qu'on avait faite sur le PMSI, sur la RCH, sur le PMSI donc, et la RCH, avec 1860 patients identifiés après colectomie subtotale, où on voit on a déjà plusieurs données cliniques accessibles, bon, le sexe, l'âge, les comorbidités qu'on arrive à retranscrire, des statuts sociaux, le statut tabagique ou non, la présence de cholangite, etc., etc. Et bien sûr des données un petit peu plus importantes quand on prend en charge ces malades, c'est-à-dire quand est-ce qu'a été réalisée la chirurgie par rapport à l'admission, quelle voie d'abord, le volume de l'hôpital, ça on y reviendra. Et donc, ça, c'était une idée qui était venue de Jérémy Lefebvre, qui est PUPH dans le service en chirurgie colorectale, de regarder quels patients étaient rétablis après les colectomies subtotales pour colite aiguë grave, parce qu'on savait que les taux en Angleterre et en Scandinavie étaient très faibles de rétablissement, de l'ordre de 20%. Et donc, on a fait la même analyse en France. Il y avait quand même 67% de rétablissement secondaire. On voit là, en analyse de survie, ça augmente toujours un petit peu à 75. Et ça permet de ce type d'étude de rechercher les facteurs de risque. Donc là, on avait regardé pour le décès à 90 jours après cette chirurgie. Bien sûr, l'âge, plus vous avez de comorbidité, le volume du centre qui apparaissait, la voie d'abord par laparotomie et aussi les facteurs de risque de non-remise en continuité qui étaient globalement les mêmes, sauf pour le Crohn qui était un petit peu plus important. D'autres études où là, encore une fois, sur le caractère exceptionnel et difficile du suivi, le PMSI et le SNDS prennent tout son intérêt, c'est-à-dire on s'est intéressé au taux d'accouchement après la réalisation d'une colectomie totale et selon le type de rétablissement qu'on faisait, c'est-à-dire une anastomose iléorectale ou iléoanale. Et parce qu'il court beaucoup dans la littérature, un sur-risque de stérilité après anastomose iléoanale. Et donc on a regardé ça encore une fois dans le PMSI, donc ça permet quand même d'identifier beaucoup de patientes. Là, on en avait à peu près 1500, 900 dans un groupe, 600 dans l'autre. Ça permet de regarder donc les taux de grossesse, les taux d'accouchement, où on voit que finalement, on a quand même sur le follow-up à peu près 15% d'accouchement après ce type de chirurgie. Et ça permet de comparer les deux techniques. Et on voyait qu'il n'y avait pas de grosse différence finalement entre les deux types de rétablissement quand on compare à une population générale qu'on avait sélectionnée, donc une appendicectomie.
Ça permet encore une fois de faire de l'analyse de survie avec éventuellement des modèles de Cox, où finalement la voie d'abord et le type enfin surtout le type d'anastomose n'était pas un facteur de risque d'infertilité, mais par contre la voie d'abord l'était. Voilà. Donc ça, c'est typiquement les études qu'on peut faire sur le SNDS assez faciles pour avoir un suivi à long terme et à faible coût. Autre grand type d'études, bah, les maladies rares. On s'était intéressé avec l'équipe de Saint-Louis, cette fois-ci en chirurgie œsogastrique, aux ingestions de caustique. Les ingestions de caustique, c'est à peu près 0,02% des passages aux urgences en France. C'est à peu près 300 malades par an, donc c'est pas beaucoup. Et donc là, bah, le PMSI permet de faire une photo générale de ce qui se passe pour ces patients. Donc, vous voyez, il y en a un peu entre 300 et 400, un nombre d'ingestions accidentelles qui augmente avec le temps. Toujours la même construction de tableau qu'on arrive à faire de description de la population, du descriptif de la prise en charge chirurgicale, et ça permet quand même de savoir ce qui tue les malades ou ce qui les sauve. Et donc, on peut faire des analyses, comme on l'a dit tout à l'heure, de recherche de facteurs de risque de mortalité. Là, c'était à 90 jours. On voyait que finalement, le volume du centre, et ça, le PMSI est un super outil pour regarder ça, que le volume de centre était associé à la mortalité. Et plus on en fait, moins on en meurt. Et ce qu'on retrouve souvent en chirurgie digestive. Alors, l'autre grand pan d'études qu'on a faites, c'était en chirurgie oncologique, mais encore une fois, il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir essayer d'avoir des études trop cliniques finalement sur ce type de données. Mais par contre, c'est un outil très intéressant pour bah, la sécurité des malades après chirurgie digestive. Ça, c'était une étude qu'on avait faite donc sur l'efficacité d'un médicament qu'on donne aux patients qui vont être opérés d'une chirurgie lourde, enfin en tout cas qu'on donnait, c'est-à-dire l'immunonutrition, qui avait été beaucoup diffusée en France par Nestlé après des essais randomisés où ça montrait une diminution des complications infectieuses après chirurgie digestive. Et ce qui nous a fait un peu faire cette étude, c'est qu'il y avait une méta-analyse, et quand on sortait les essais financés par l'industrie, eh ben, il n'y avait plus d'efficacité thérapeutique. Et donc on s'est intéressé à ça sur un échantillon du SNIRAM, c'est-à-dire l'EGB. Et donc ça a permis d'identifier 1700 patients, 600 dans le groupe immunonutrition, 1200 à peu près dans l'autre groupe. Et quand on regarde sur les complications infectieuses, eh bien, on voit qu'il y avait absolument aucune différence chez ces patients. Et c'était vrai aussi en analyse ajustée par inverse probability weighting sur un score de propension qui ne retrouvait absolument aucune différence sur les complications infectieuses. Alors, Julien a très très bien décrit sur la validation d'essais thérapeutiques. On a fait à peu près la même chose en données de vie réelle en France. On avait, en tout cas, la France avait publié cet essai qui s'intéressait à la voie d'abord mini-invasive dans les œsophagectomies et qui trouvait une diminution des complications post-opératoires avec une voie d'abord mini-invasive. Et on a voulu regarder si c'était vrai en données de vie réelle. Donc on a fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on identifie initialement les œsophagectomies, on applique exactement les mêmes critères de sélection que dans l'essai. Donc finalement, évidemment, ça sélectionne, on part de 8000 œsophagectomies, on n'en a plus que 4000 parce que bah, finalement, c'est des patients qui n'auraient pas pu rentrer dans l'essai, et on compare un petit peu ce qui s'est passé depuis la publication de l'essai thérapeutique.
Et donc, on voyait qu'on retrouvait finalement en analyse ajustée le même bénéfice sur les complications respiratoires, hein, sur quoi il y avait le plus d'effets, les complications respiratoires sévères, où il y avait une diminution de 17% des complications respiratoires après une voie d'abord mini-invasive. Donc l'essai était validé en données de vie réelle. On avait fait ça aussi parce que en Hollande, ils avaient fait exactement la même chose après chirurgie totalement mini-invasive dans l'œsophage. Ils trouvaient une réduction du risque de pneumopathie dans l'essai en faveur de la voie mini-invasive. Et quand ils ont regardé en population de données vie réelle, eh bien, il n'y avait plus du tout ce bénéfice avec une augmentation par 2 du risque de complications pulmonaires après voie mini-invasive. Ça, c'était l'analyse dans toute la population. On voyait qu'il y avait toujours un effet en analyse univariée, un petit peu moins après ajustement quand on sort des critères de sélection de l'essai randomisé. On a fait pareil pour les gastrectomies, où on s'est intéressé à comparer les voies d'abord et pareil, l'efficacité et le risque. Et on avait quand même retrouvé qu'il y avait plus de complications graves après voie d'abord mini-invasive dans les gastrectomies, surtout totales, ce qui nous a fait un petit peu revenir en arrière. Et ça va revenir au bout du jour avec de nouveaux essais cliniques. Mais en tout cas, ça permet de tirer quelques sonnettes d'alarme sur la safety d'une technique chirurgicale. Et encore une fois, ça permet de faire du suivi à long terme, où on voit que finalement, il n'y a pas de différence énorme entre les deux techniques, mais on a quand même identifié un risque de sténose œsophagienne qui était bien supérieur après voie mini-invasive. Donc encore une fois, on tire un petit signal d'alarme pour dire attention, ces patients, on va plutôt les mettre dans des essais et pour pouvoir les suivre. Et là encore, c'est un petit peu ce qui nous manque dans le PMSI, c'est que on n'a pas d'informations sur la technique d'anastomose, d'où l'intérêt de faire des études randomisées par la suite. Alors ça, c'est un autre type d'études qu'on a faites sur le PMSI qui traite beaucoup plus du volume du centre. Donc récemment a été publié et a été légiféré qu'il fallait un niveau d'activité minimum pour pouvoir réaliser des chirurgies lourdes en France, estomac, foie, pancréas, œsophage et chirurgie du rectum, où les centres qui en faisaient moins de 5 par an perdaient normalement leur accréditation à pouvoir faire ce type de chirurgie. Et donc ça nous a permis de valider un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on a utilisé le PMSI pour identifier tous les malades opérés sur 3 ans de ce type de chirurgie et déjà faire le comparatif du nombre de vies sauvées. Et on pouvait voir que, par exemple, dans tous les centres à bas volume, la, la mortalité à 90 jours était globalement augmentée de 50% dans tout type de chirurgie confondue, avec probablement la chirurgie rectale, où là, ça a augmenté presque par deux. Chirurgie œsophagienne, où on a 10%, enfin 9% de décès post-opératoires dans les centres à bas volume. C'est diminué dans les centres à haut volume. Donc ça, c'est un outil très très intéressant pour pouvoir faire ce type d'études sur le volume. On va essayer de pousser un petit peu ce niveau d'exigence et le seuil qui est de 5, qui est pas si énorme que ça, pour le passer à 20 dans les années à venir et travailler un peu là-dessus. Alors, ça, c'est un dernier type d'étude, mais là, c'est un petit peu... Donc, c'était pour les chirurgies colorectales où on s'intéressait à la compétitivité interhospitalière avec deux modes, en gros, de définition de la compétitivité entre les hôpitaux, c'est-à-dire le nombre d'hôpitaux qui font les chirurgies en étudiant la distance entre chaque hôpital et voir si finalement, est-ce que si cette distance augmente, le risque de mortalité, comment évolue le risque de mortalité? Et on avait quand même retrouvé que plus il y avait de compétition entre les centres, plus la mortalité diminuait. Donc si vous avez par exemple là, ici la carte de France, vous voyez que dans des régions un petit peu isolées où il y a pas d'hôpital ou de clinique qui va vous challenger, eh bien, la mortalité était plus importante en chirurgie colorectale. On passe quand même de 4%
versus 2% dans les zones à haute compétitivité, donc région parisienne, à Lyon, à Bordeaux, etc. Et on a retesté ça sur un autre indice qui est finalement utilisé beaucoup plus dans le commerce, l'indice de Irfendal et Hirschman, qui utilise un petit peu les parts de marché entre les différents hôpitaux, et on avait globalement le même résultat avec une diminution de la mortalité quand la population, quand il y avait une haute concentration, on va dire, d'hôpital et un haut niveau de compétitivité. Donc concernant les projets à venir de l'équipe, on a déposé plusieurs PHRC là-dessus. Il y aura donc un essai émulé sur la prise en charge des cholécystites chez la personne âgée pour savoir si c'est intéressant de les opérer rapidement ou d'éviter la chirurgie et de faire un traitement médical. En chirurgie oesogastrique, on va encore utiliser le SNDS pour connaître l'autonomie alimentaire des patients qui ont eu des brûlures caustiques et la consommation de soins aussi des patients qui ont eu une cure de hernie hiatale et d'autres projets, notamment dans la maladie de Crohn avec Julien et en chirurgie colorectale sur la consommation de soins. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci Alexandre. Merci mille fois parce que c'est encore une fois passionnant et en plus d'être passionnant, c'est synergique avec Julien. Donc c'est top. On est en train de voir que Saint-Antoine est en train de prendre de l'ampleur, s'il n'en avait pas déjà beaucoup. Et peut-être en attendant les questions que je vous invite à envoyer dans le chat si vous le souhaitez, peut-être juste une question justement sur les données, parce que là tu as montré vraiment quelque chose de très concret. C'est sur les données PMSI. Pour y travailler également sur d'autres sujets, il y a quand même enfin, il y a quand même une vraie question sur, puisque c'est des données qui sont générées à visée de financement, comme l'expliquait Julien, qui n'ont pas nécessairement l'exhaustivité qu'on imagine, et puis parfois certains biais qui sont liés justement aux valorisations financières. Comment est-ce que vous affranchissez de ces, ou est-ce qu'il est nécessaire de s'en affranchir? Et si oui, comment est-ce que vous en affranchissez de ces défauts liés au PMSI et donc au codage qui peut être imparfait et surtout qui va varier en fonction des centres? Parce qu'il y a des centres, je pense, enfin, on doit imaginer, enfin, en tout cas, c'est peut-être des éléments à travailler, mais il doit y avoir des variations de codage qui sont liées au DIM et liées parfois au centre, j'imagine. Comment est-ce que vous faites, enfin, comment est-ce que vous prenez en compte éventuellement déjà le défaut d'exhaustivité et deuxièmement les variations potentielles entre centres? Alors, bah, c'est une super question. Donc là, je pense que c'est déjà très important de se baser sur, bah, de baser le codage et le codage de toutes les variables et toute la phase de data management sur aussi la littérature. Il y a quand même beaucoup d'études déjà publiées sur le PMSI, des algorithmes de détection de complications qui sont souvent en open access, qu'on peut retranscrire d'un pays à l'autre pour identifier des complications. Voilà. L'autre chose qui est hyper important, c'est quand même de regarder les taux. Avoir des taux de complications qui triplent, c'est probablement que, il y aura un surcodage pour avoir un meilleur remboursement. Et donc ça, je pense que c'est important d'utiliser un comparatif par rapport à la littérature. Nous, ce qu'on avait fait là, et ce qui était assez intéressant, j'avais réussi à récupérer les données de l'essai clinique Miro que je vous avais présenté, et de retrouver les malades de l'essai dans le PMSI pour voir finalement quel code était utilisé et retrouver exactement les mêmes taux de complications, même si c'était de manière anonymisée, et avoir exactement les mêmes taux pour être sûr que bah, la définition d'une fistule, la définition d'une complication était bien la bonne. Et ce qu'on arrive à assez bien faire. Après, euh, pour le surcodage, ça ne sera pas facile de s'en affranchir. Ça, probablement, de faire de l'analyse de données textuelles dans un EDS sera très bien, mais il faut pas négliger le travail d'EDIM qui récupère énormément de codage via nos comptes rendus d'hospitalisation, qui harmonise tout ça, qui change les codes PMSI qu'on leur a envoyés pour qu'en fait ça soit carré. Et finalement, quand même, on retrouve
on retrouve des choses assez cohérentes avec la littérature. Non, après, ce qui pêche aussi un petit peu, et ça c'est encore lié au remboursement, c'est le sous-codage. Ça, c'est presque plus embêtant que le surcodage. C'est-à-dire que, par exemple, en chirurgie digestive, le remboursement se fait sur 3 actes, donc dans la même chirurgie. Donc, on n'en code pas 4, et donc on peut rater des événements. Par exemple, c'est ce qu'on est en train d'étudier un petit peu avec Julien, la stomie dans la maladie de Crohn. On voit que il y a des codes plus intéressants que de coder je réalise une stomie. Et ça, c'est toujours un petit peu problématique, même si ça reste finalement, je pense, assez relativement anecdotique. Pardon. Top, Mais si je super, peux, merci. Ouais, pardon, ouais, vas-y, Julien. non, non, je voulais juste rajouter, c'était très, très clair, Alexandre. Donc, il faut avoir l'expertise clinique par rapport aux algorithmes. C'est qu'il faut se poser avec les cliniciens pour savoir quelle est la prise en charge en vie réelle, notamment en termes de codage, en ayant l'humilité de se dire que dans mon centre, peut-être que je code de la meilleure façon, mais à l'échelle de la France, ça va pas du tout être comme ça. Donc il y a une approche assez empirique, comme l'a expliqué Alexandre, où en fait on regarde les données et on voit si on a les mêmes chiffres qui sont attendus comparé à la littérature en population. Il faut avoir une connaissance méthodologique, savoir, ben, il y a des codes, comme l'a dit, on peut sous-coder, il y a des incitations financières à surcoder certaines choses, à ne pas coder d'autres, donc il faut avoir aussi ces connaissances. Et après, il y a des études de validation où, en fait, si on chaîne les données à un gold standard, un registre pour lequel on a l'information qui est validée, on peut Ça doit être étudier les là, ouais. performances diagnostiques même s'il y a une limite à ça, c'est que la performance diagnostique, tu l'as étudiée à un moment donné et tu l'étudies sur la période 2020-2025, par exemple, peut-être dans 3-4 ans, Ouais, il y a d'autres incitations financières qui font que ça va ouais, changer. Donc, ouais. il faut aussi réévaluer ces algorithmes. Donc, il y a des moyens aujourd'hui pour quand même se garantir quand même la validité de l'identification des événements de santé dans ces bases de données. Ouais. Et peut-être une question qui s'adresse à tous les deux, c'est là, on parle de recherche. Est-ce que les industries, parce que je crois que les industriels ont accès au SNDS également, enfin, ils peuvent avoir accès. Finalement, est-ce que c'est la différence, ce qui vous différencie? Parce que finalement, vous répondez aux mêmes questions. Enfin, je veux dire, vous cherchez à répondre aux mêmes questions qu'eux, j'imagine. Enfin, dans la majorité de ce que tu présentais, Julien, c'est aussi des études d'efficacité, des études de safety, des études qui sont demandées par les agences de réglementation. Est-ce que finalement, enfin, quelle est la plus-value? Est-ce que c'est de votre recherche versus ce que va faire un industriel chez lui en disant bah, gratuitement, j'ai pas besoin de faire un essai de phase 4, je vais accéder au SNDS, alors je sais pas si c'est gratuit ou pas. Est-ce que vous êtes finalement compétiteur ou est-ce que vous avez des questions qui sont différentes ou est-ce que au contraire vous êtes très complémentaires par rapport aux industriels qui auraient accès ou alors il est impossible aux industriels d'avoir accès? Non. En fait, les industriels y ont accès, mais ils ne peuvent pas directement utiliser les données. Ils doivent passer obligatoirement par des CRO. Le critère pour avoir accès aux données, que ce soit académique ou industriel, il est le même, c'est qu'il faut que ce soit dans l'intérêt de la population, qu'il y ait un D'accord? bénéfice à la fin pour la population. Ça veut dire que toute étude qui permet de mieux comprendre l'usage d'un médicament ou mieux comprendre une maladie rentre dans ce cadre. Et donc, un industriel, il doit passer par une instance qui s'appelle le CSRS, ou en tout cas avec la CRO. Et la CRO sera le responsable du traitement des données et l'industriel, ben, il est responsable du design et à la fin, il a un rapport. Donc, on ne peut pas utiliser ces données, par exemple, à viser une prédiction d'assurance, où là, ce n'est pas dans l'intérêt de la population, tu vois. Donc, nous, en soi, pour moi, il n'y a pas une réelle concurrence avec les industriels. On essaie plutôt de travailler ensemble parce que nous, on a une compréhension ben, des données de fait d'être clinicien et en tant que chercheur, on comprend la méthodologie. Donc, il y a plutôt un intérêt, je pense, à collaborer ensemble. Et les questions qu'ils vont avoir, ben, comme on l'a dit, elles restent souvent assez proches de nous, ce qu'on peut avoir. Parfois, les industriels, ils veulent pas forcément faire des études comparatives, hein, d'efficacité, de tolérance, mais on a quand même, il y a clairement en tout cas une complémentarité. Et on n'est pas en concurrence, mais ils sont obligés de passer par des tiers pour avoir accès aux données. Ouais. Ok, ok. Non, mais franchement, c'est top. Et justement, sur la partie recherche française, parce on écrit toujours notre chute tranquille dans tous les classements internationaux de nombre d'essais cliniques qui sont réalisés en France. Quand on voit la richesse de la base de données du SNDS qui est bientôt chaînée grâce à ce que vous faites comme travail aux différentes bases nationales et bientôt aux EDS, est-ce que finalement on gagne en compétition, enfin, est-ce que nous gagnons des places dans le classement? Parce que
des classements internationaux de la recherche basés sur ces données-là ou pas? Parce que c'est quand même assez unique, ces données françaises, comme tu le citais, Julien, par rapport au reste du monde, quoi, par rapport même aux Américains, parce que tu sais qu'ils étaient plutôt Medicare, Medicaid. Est-ce que ça nous fait gagner des places ou pas dans la concurrence internationale? Ou c'est encore très loin? Non, non, je pense que la valeur, elle est reconnue quand même, la valeur des données. On n'a pas l'historique des Scandinaves. Et donc, eux, je pense qu'ils surfent aussi sur leur historique. On a l'impression que les données sont de meilleure qualité, mais ce n'est pas le cas. C'est des données qui sont générées par le remboursement. Et donc, ils appellent ça Danish Registries ou Scandinavian Registries, mais ce ne sont pas des registres comme on l'entend en recherche. Ça reste des données médico-administratives. Donc, en fait, il faut avoir conscience de ça. Et on voit aussi qu'en fonction des thématiques de recherche, nous, dans les Wikis, ben, on a déjà beaucoup publié. Les gens ont confiance dans la validité des données. Et donc, on arrive plus à pousser aussi les papiers sur ces données. Et faut montrer à la communauté, réussir à convaincre la communauté que tes données, elles ont de la valeur, qu'elles sont valides. Et donc, c'est vraiment thématique par thématique. Mais pour moi, le chaînage, c'est vraiment le futur, même si réglementairement, ça reste difficile et c'est un parcours du combattant. Moi, j'ai mis, par exemple, 2 ans pour avoir des données chaînées, tout le processus réglementaire. Les 2 ans, c'est même un peu plus que ça. Mais quand tu y arrives à la fin, ça te permet vraiment de dépasser les limites inhérentes à chaque source de données, comme j'ai essayé un peu de le montrer rapidement. Très bien, top. Ouais, non, mais c'est vraiment, je pense, un super champ de recherche et bravo de l'avoir investi. Je ne sais pas si vous nous entendez, Nathan et Mina, mais je pense qu'on peut. Oui, bah, Vous entendez? s'il y a plus de questions dans l'audience, on va couper Je pense pas l'enregistrement. vraiment. Juste Bon, sinon, pour vous je ne sais pas si vous les entendez, mais en tout cas, sinon, le prochain lundi Live FHU, c'est le lundi 13 avril. Et merci encore vraiment, Julien, Alexandre, pour vos présentations de Merci pour l'invitation. qualité. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Passez une très bonne soirée. Merci. Allez, très bonne soirée à Au tous. revoir. Bonne soirée. Au revoir. merci, bonne Au soirée. revoir.